En terminant Hellraiser 2, la plupart des membres de l'équipe étaient convaincus que ça ne marquerait pas la fin de l'aventure, et qu'il y aurait au moins encore un film, surtout que le succès fut de nouveau au rendez-vous. Seulement voilà, entre-temps, New World, la boîte qui produisait les films, avait disparu, ce qui pose quelques problèmes juridiques. Vu que c'était elle qui avait les droits de la franchise et qu'elle n'existait plus, qui les possédait désormais ? Il s'avérera qu'ils étaient en la possession de Larry Cuppin, l'un des anciens cadres de New World, qui créa Transatlantic Pictures un petit peu à la va-vite et lui transféra les droits. Le projet put reprendre, malgré une perte de temps significative. Du coup, une grande partie de l'équipe de production avait désormais changé, et avec elle, les intentions des nouveaux décideurs. Dès le départ, l'idée était de faire un film plus grand public, plus pop, quitte à ce que cela donne un résultat moins propice à devenir culte que pour les deux premiers opus. Cette nouvelle direction poussa certains membres de l'équipe à claquer la porte, comme Chris Figg, ami de Clive Barker et producteur historique de la saga, mais aussi Tony Randall, inquiet de certains choix qui étaient faits, et qui, après plusieurs divergences d'opinion avec Larry Cuppin et les frères Weinstein, venus se greffer au projet, abandonna la réalisation. Clive Barker lui-même se vit offrir une assez forte somme de la part des Weinstein pour le convaincre de ne pas participer à ce projet, de se maintenir à l'écart. Les producteurs voulaient pouvoir faire tout ce dont ils avaient envie et leur vision n'était pas compatible avec celle de l'auteur qui accepta et prit l'argent. Du coup, il fallait un nouveau réalisateur pour mener tout ça et il sortit un petit peu de nulle part. Buckley Norris, qui travaillait dans les assurances de films indépendants, était ami avec Anthony Hicox, au point qu'il est apparu dans un petit rôle dans Waxwork 2 que le réalisateur venait de finir. Et c'est tout naturellement qu'au cours d'un repas, Norris proposa son nom à Larry Cuppin pour s'occuper du troisième opus. Et c'est ainsi que Hicox débarqua dans la franchise aux grandes dames de Barker, qui n'aimait pas son travail et le considérait comme un réalisateur de comédie horrifique et avait peur qu'il ne prenne pas Hellraiser au sérieux. Avec son nouveau réalisateur et Peter Atkins, toujours au scénario, les choses sérieuses pouvaient commencer. Et cette fois, pour attirer une nouvelle audience, élargir son public cible et répondre aux attentes des producteurs, leur ambition était très claire. Remettre Pinhead au centre de l'intrigue et faire la part belle aux Cénobites. L'enfer dans lequel nous avions voyagé avec Hellbound allait pour l'occasion se déplacer sur Terre. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Hellraiser 3, Hell on Earth. Pour Clive Barker, la véritable antagoniste de Hellraiser était bien sûr Julia, et c'était autour de son personnage que lui imaginait la franchise. Mais le public avait fait son choix et avait jeté son dévolu sur cette créature d'un tout nouveau genre, admirablement interprétée par Doug Bradley, charismatique leader de Cénobites que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Pinhead. I cannot die. I am forever. L'équipe de com elle-même avait joué un rôle dans cette popularité en le mettant dès le départ au centre des campagnes de promotion des films. Pour les producteurs, c'était donc une évidence. Il fallait repartir sur une nouvelle histoire dans laquelle Pinhead serait enfin le vrai méchant principal et prendrait une importance tout autre. Car oui, quoi qu'on en dise, les Cénobites n'étaient pas réellement des antagonistes dans les deux premiers films et exprimaient même plutôt la neutralité absolue. Ils faisaient juste leur job, en quelque sorte, même si celui-ci, par définition, les rendait effrayants et inquiétants, aussi bien pour le spectateur que pour Kirsty. Tiens d'ailleurs, Kirsty, parlons-en. Eh bien, ne vous attendez pas à revoir Kirsty ou Julia dans ce film. Enfin, si. Kirsty apparaît furtivement dans une ou deux séquences qui font référence aux événements des deux premiers films, et cela s'arrête là. Le lieu de l'intrigue est déplacé, même si elle se déroule dans une ville pas vraiment identifiée. Le tournage s'est déroulé aux États-Unis, en Caroline du Nord et à Los Angeles, et la majorité des membres de l'équipe et de la distribution étaient désormais américains. Forcément, tout cela se répercute sur l'atmosphère dégagée par le film, et on peut décemment considérer que son histoire se déroule bien aux États-Unis et non plus en Angleterre comme ses prédécesseurs. C'est donc bien un nouveau départ auquel nous allons assister, même si ce troisième épisode tisse quelques liens un petit peu grossiers et artificiels avec les deux premiers dans le but de créer une filiation entre eux, avec la mention de l'Institut de Channard par exemple, ou encore une vidéo d'un interrogatoire de Kirsty. Honnêtement, cela n'apporte pas grand chose à l'intrigue, et clairement, ce sont plus des clins d'œil faits aux spectateurs que de véritables éléments narratifs. Bon, il y a quand même le pilier des âmes que l'on voit à la fin du film précédent, et qui est ici très important, même s'il a complètement changé d'apparence. Mais du coup, si on repart plus ou moins de zéro, quelle est donc l'intrigue de ce troisième opus ? J.P. Monroe, le patron de la boîte branchée de Boiler Room à la décoration punko-gothique, achète le fameux pilier des âmes qui le fascine sans savoir que celui-ci renferme le terrible Pinhead qui n'attend qu'une chose, être libéré pour semer le chaos sur Terre. En parallèle, nous suivons l'enquête de la journaliste Joey Summerskill, témoin d'une mort horrible causée par une configuration des lamentations ou une boîte de le marchand si vous préférez. Son enquête va bien sûr l'amener à fouiner du côté de J.P. Monroe et de sa petite amie Terry et elle va se retrouver au cœur d'une lutte entre les deux faces de Pinhead. Son côté
humain et son côté monstrueux qui ont été séparés lors des événements de Hellbound. Vous constaterez que c'est un résumé un petit peu brouillon, et je vous l'accorde. En réalité, il n'est pas évident de résumer Hellraiser 3, tant il s'y passe de choses, mais je pourrais clarifier le tout en vous disant d'entrée de jeu que le film est en quelque sorte coupé en deux parties bien distinctes. Nous avons une première partie durant laquelle nous suivons Joey, journaliste ambitieuse en quête du scoop de sa vie, qui pense l'avoir trouvé avec ces étranges événements liés à la boîte de Le Marchand. Nous en apprendrons plus sur elle, fille d'un soldat qu'elle n'a pas connu, mort durant la guerre du Vietnam, et elle se liera d'amitié avec Terry, ex-petite copine de J.P. Monroe. Celui-ci réveillera accidentellement Pinhead et l'aidera dès lors à réunir les conditions de sa résurrection, à savoir du sang, du sang, du sang. C'est donc une première partie assez lente qui se concentre avant tout sur l'enquête de Joey et que Hicox considère être assez proche de l'ambiance du premier film qui lui a servi de modèle. Il y voulait plus de dialogue et de développement de personnages que d'action, de maquillage et d'effets spéciaux. À partir du moment où Pinhead se matérialise dans notre réalité, par contre, on bascule totalement et l'atmosphère change du tout au tout, de même que le ton du film. Désormais, nous assistons à un film de monstres beaucoup plus classique avec des tueries gore aux effets spéciaux pas toujours convaincants et surtout les apparitions de plusieurs nouveaux Cénobites créés par Pinhead au design assez loufoque, liés aux fonctions qu'ils occupaient du temps où ils étaient humains ou à la façon dont ils sont morts. Joey y affronte Pinhead, aidé par la version humaine du leader des Cénobites, à savoir Elliot Spencer. Dans son dernier tiers, le film change donc complètement son fusil d'épaule et devient presque post-apocalyptique en nous proposant sa vision de l'enfer sur Terre. I am the way. Et nous allons tout de suite nous attarder sur ces fameux Cénobites qui sont tout de même l'une des caractéristiques qui ont le plus marqué les spectateurs pour de bonnes et de moins bonnes raisons. Comme dit plus tôt, la présence de tous ces nouveaux énergumènes à l'affiche est entièrement due à la volonté des producteurs, qui avaient bien compris que le spectateur avait adoré les Cénobites des deux films précédents et voulait donc jouer sur cet attrait. L'idée était vraiment de proposer des monstres très pop, très fun, et plus aussi profonds, torturés et cauchemardesques que leurs prédécesseurs. Il faut être honnête, les producteurs ont demandé à l'équipe technique de créer des Cénobites excentriques, hauts en couleur, dans l'espoir de les rendre iconiques immédiatement et probablement d'en faire des jouets. À ce niveau-là, ce ne sont plus des Cénobites, mais des Pokémon. Chatterer, Spike, les Siamois, Camerahead, Auditor, Doctor, CD, Butterball, Bond, Barbie, Female, Pistonhead, Pinhead, Angélique, Dreamer, Little Sister. Je vous demande très sincèrement pardon. Then what the fuck is that? Au moins, on peut noter le retour de Bobkin sur la totalité du tournage qui est revenu prêter main forte à son équipe de Image Animation et qui avait loupé l'aventure du deuxième épisode parce qu'il travaillait sur Waxwork de Anthony Hicox. Comme quoi, tout est lié. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Bobkin avait beaucoup de liberté dans son travail et dans la conception des Cénobites et il s'est évidemment amusé comme un petit fou. De plus, retour en arrière, nous sommes à l'époque en 1992 et les CGI commencent à émerger avec la révolution engrangée par James Cameron et son Terminator 2 révolutionnaire. Bobkin voulait absolument expérimenter le morphing numérique, inspiré notamment par le clip de Black and White de Michael Jackson réalisé par John Landis. Et donc, on peut en voir quelques-uns dans le film, qui ont aujourd'hui vraiment mal vieilli. Mais malgré ces balbutiements qui aujourd'hui font un petit peu peine à voir, malgré la nostalgie qu'ils peuvent procurer et de ce fait le charme à l'ancienne qu'ils contiennent, ils font de Hellraiser 3 le premier film d'horreur à proposer des CGI. Historiquement, c'est tout de même quelque chose qu'il faut souligner. Pour les Cénobites en tant que tels, on en a donc 5 nouveaux qui viennent appuyer Pinhead. Camerahead, qui était autrefois le caméraman de Joey et qui a donc une caméra greffée sur le visage. CD, ancien DJ de la Boiler Room qui tue ses victimes en lançant des CD donc. Bref, nous avons aussi Barbie, l'ancien barman de la boîte au cocktail désormais pour le moins explosif puisqu'il crache littéralement du feu, ce qu'il faisait vraiment d'ailleurs sur le plateau grâce à un audacieux lance-flamme. Comptons également sur Pistonhead, la version Cénobite de J.P. Monroe, qui comme son nom l'indique a 2 énormes pistons enfoncés dans le crâne. Et enfin, Dreamer, qui est elle, la version Cénobite de Terry, une sorte de nouvelle version de Female avec une cigarette plantée au beau milieu de la gorge et le visage étiré. Force est de constater que si ces nouveaux Cénobites ont bien des designs ambitieux et des maquillages aussi intéressants qu'élaborés, ils restent cependant moins recherchés et profonds que leurs prédécesseurs. Ça se résume à « il était barman, alors il va faire des cocktails explosifs. Il était DJ, donc il lance des CD. Elle fumait, donc elle va brûler ses ennemis à la cigarette. » Bref, moins recherché et profond, comme je vous le disais. Dans la même idée, leurs lignes de dialogue se résument toutes sans la moindre exception à des punchlines débiles, mais fun, liées à leur design. That's a wrap.
Vraiment, ces Cénobites n'ont aucune personnalité, sont réduits tous à une unique caractéristique et on regrettera vraiment l'absence des anciens, car même si un Butterball ou un Chatterer ne parlaient pas, ils restaient infiniment plus impressionnants et intrigants, voire charismatiques, que ces caricatures de Cénobites. D'ailleurs, Icox les appelle les pseudo-Cénobites, car ils n'ont pas été créés par Léviathan mais par Pinhead. Cela expliquerait pourquoi leur personnalité est plus basique et leur design un petit peu aléatoire, voire réducteur. Mais ne nous mentons pas, c'est une justification un petit peu bidon pour nous expliquer pourquoi ces Cénobites ressemblent plus à des monstres clichés de jeux vidéo ou de manga qu'à de vrais Cénobites. Pinhead, quant à lui, est traité de façon radicalement différente que lors des 2 premiers films, et la raison est assez simple, et pour le coup cohérente. Suite aux événements de Hellbound, Pinhead s'est séparé en 2 entités distinctes, l'une humaine, sous les traits de Elliot Spencer, capitaine anglais de la Première Guerre mondiale, et l'autre complètement démoniaque sous la forme du Pinhead que nous connaissons. Dès lors, le Cénobite perd la neutralité qu'on lui connaissait, et lui qui n'apparaissait que lorsqu'il était appelé par la boîte, pour répandre la bonne parole du plaisir de l'extrême souffrance, se met en tête de semer cette souffrance ainsi que la mort partout sur son passage sur la Terre, et ce même parmi des gens qui n'ont rien demandé, ou presque. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Toujours est-il que désormais, c'est un authentique monstre de film d'horreur qui nous donne par exemple une des scènes de massacre les plus dantesques vues dans une production de ce genre, qui inspirera la séquence du même genre dans Wishmaster, d'ailleurs. Il devient un être hautement malveillant, cruel, sadique, ce qu'il était finalement déjà, mais cette fois, il n'est pas limité par un rôle bien précis. Il ne met pas ses caractéristiques au service d'une fonction, mais peut déployer sa méchanceté sans aucun frein, aucune limite. Avec ce film, Pinhead devient l'antagoniste suprême qu'une partie du public voulait voir en lui, mais surtout que les producteurs voulaient, puisqu'à partir de là, Hellraiser peut complètement se centrer sur ce personnage fascinant et qui a tant plu aux spectateurs. Seulement voilà, l'une des raisons de la fascination exercée par Pinhead et les Cénobites était justement cette ambiguïté qu'il dégageait à tous les niveaux, qui les rendait automatiquement plus profonds que n'importe quelle autre créature iconique du cinéma d'horreur de l'époque. La personnalité si particulière de Pinhead, qui ne se revendique ni ange ni démon, qui terrifie Kirsty autant qu'il finit par l'aider, son côté si mystérieux, l'idée qu'il est le membre d'un culte démoniaque gigantesque qui le dépasse complètement, tout ça a contribué à en faire ce personnage mythique. Ici, on le rend démoniaque en allant jusqu'à l'opposer à un prêtre dans une église de façon bien cliché, lui donnant quelques punchlines drôles mais en décalage avec ce qu'il était autrefois. Jesus Christ. Not quite. Le transformer en vulgaire méchant, c'est réduire de façon considérable son aura. Trop le voir, malheureusement, tue un petit peu le mythe. Et forcément, avec cette utilisation du personnage, ils vont ouvrir une porte que la franchise Hellraiser ne va plus jamais refermer, voire même, au contraire, ouvrir de plus en plus grand au fil du temps. Pinhead est désormais un tueur sadique, ce qu'il n'était pas vraiment au début de la saga. Du moins, il était bien plus que cela. Alors certes, certaines suites vont relativiser cette image, mais on y reviendra en temps et en heure. Anthony Icox pensait qu'avec ce 3e film, il clôturerait la saga et voulait donc lever définitivement le voile sur les origines de Pinhead, révélées dans l'opus précédent mais à peine évoquées. Elliot Spencer devient donc un personnage à part entière qui cherche à empêcher sa part d'ombre de nuire. Une bonne façon de symboliser le combat intérieur que tout être humain peut mener en mettant en opposition sa part d'ombre et son humanité. Mais ce qui est surtout intéressant avec le capitaine Spencer, c'est l'une des nouvelles visions de l'enfer inédites dans Hellraiser qu'il va permettre, avec cette image de champ de bataille en ruine. S'il a pu entrer en contact avec Joey, c'est parce que celle-ci rêve de son père mort durant la guerre au Vietnam, ce qui a ouvert une porte à Elliot qui explique que chaque guerre est identique et que, lorsque l'on rêve d'une d'entre elles, on rêve en réalité de tout à la fois. Cette idée est très intéressante car la guerre représente finalement parfaitement cette fameuse part d'ombre que chaque être humain porte en lui et que Spencer revient combattre via les rêves de Joey. Mais aussi, elle est la métaphore idéale de l'enfer sur Terre, sous-titre de ce 3e opus qui fait à la fois référence au pseudo-apocalypse causé par l'arrivée de Cénobites dans notre monde et à ces champs de bataille abominables, véritables cimetières à ciel ouvert qui, eux, pour le coup, existent réellement. Puis, il y a la thématique du rêve, très importante dans cet épisode, et plus ou moins inédite, du moins sous cette forme, à ce moment de la saga. La bonne idée d'Atkins est ici de présenter les rêves comme une dimension mentale, parallèle à notre réalité, qui fait en quelque sorte office de lien entre notre monde et le labyrinthe de Léviathan et des Cénobites. Rappelons d'ailleurs que le labyrinthe lui-même est souvent une façon de représenter le monde des rêves, ou encore l'esprit humain, tout se rejoint donc à la perfection. Seul cet univers permettait à la fois la présence du capitaine Spencer et de Pinhead, et donc leur affrontement, qui reste avant tout une lutte intérieure. D'ailleurs, petite anecdote pour cette séquence, un autre acteur, une doublure de Bradley, a dû porter le costume du Cénobite, ce qui ne plut pas du tout à Doug, qui s'est montré très possessif avec Pinhead. Il faut préciser qu'à ce stade de la saga, aucun autre comédien n'était apparu sous les traits de Pinhead. Il y tenait, le bougre. Mais au-delà de Pinhead, le film s'ouvre tout de même avec un personnage qui s'annonçait au départ comme l'antagoniste principal, et n'était d'ailleurs pas sans nous rappeler Frank.
Je parle bien sûr de J.P. Monroe. En effet, sur bien des aspects, J.P. Monroe pouvait bien faire penser à Frank. Bellâtre conscient de ses atouts, si on peut les appeler comme ça, attiré par de sombres arts et qui enchaîne les expériences sexuelles avec des partenaires différentes chaque soir, sans aucune considération pour elle. Cependant, il ressemble plus à une version détériorée de Frank, la version AliExpress en quelque sorte. Contrairement à Frank, il ne cherche pas vraiment l'escalade, il n'a pas son ambition, voire sa grandeur. C'est juste un petit minable qui vit un certain succès et qui en profite pour attirer des jolies filles dans son lit. Son attrait pour les œuvres d'art glauque est plus un genre qu'il se donne, qui lui donne l'impression d'être puissant. C'est particulièrement clair dans l'emplacement du pilier des âmes qu'il a acheté. Il l'a placé juste devant son lit pour en tirer de la force, de la puissance, durant l'acte sexuel. Il n'est pas un artiste comme Frank pouvait l'être, à la recherche du dépassement et du plaisir ultime. Lui n'est qu'un consommateur qui se donne des grands airs et se croit important. Ces caractéristiques prennent tout leur sens quand Pinhead apparaît enfin. J.P. Monroe perd alors toute essence et réagit comme un lâche pour finalement devenir le larbin du Cénobite. Là où, encore une fois, Frank est devenu un véritable monstre suite à sa rencontre avec les Cénobites qui l'ont transformé à jamais. Il a su en tirer de la force, de la puissance, là où J.P. Monroe, jusque-là personnage important du film, voire son antagoniste principal, devient presque inutile et se recroqueville littéralement devant Pinhead. C'est un passage de relais évident. Les humains, qui jusqu'ici étaient les vrais monstres de Hellraiser, ploient les chines devant le véritable mal et Pinhead devient alors le seul et unique méchant du film. J.P. Monroe est autre humain à la morale délabrée, fasciné par les configurations des lamentations, souffrant qu'en puissance disparaissent et Pinhead reprend la main, vu qu'il est désormais sorti de cette neutralité qui le caractérisait auparavant. Et Pinhead méprise J.P. Monroe, ne peut le considérer comme autre chose que comme un esclave. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des humains qui fréquentent The Boiler Room. Ils apprécient l'ambiance proposée par J.P. Monroe avec sa décoration particulière, qui n'est pas sans rappeler l'esthétique de Hellraiser même. La référence me paraît assez évidente. Les clients de cette boîte de nuit branchée me paraissent être une représentation des fans des films Hellraiser dans la réalité. Des gens qui sont fascinés, voire parfois obsédés par cet univers sombre et son esthétique. Pinhead est donc confronté à ses propres fans dans ce film, notamment avec la fameuse séquence du massacre dans la boîte. Et il montre le peu de considération qu'il leur accorde, le mépris qu'il éprouve pour eux. Tous ces gens qui, comme moi, apprécient les histoires macabres, le gore, les créatures terrifiantes, semblent beaucoup moins les aimer lorsqu'ils en sont victimes, et Pinhead nous rappelle qu'à ses yeux, les humains restent inférieurs, peu importe l'admiration qu'ils lui vouent, celle-ci reste inférieure à la peur qu'ils suscitent. Mais également, il leur donne ce qu'ils semblent vouloir, eux qui fréquentent cet endroit de leur propre volonté, de la même manière que le voyageur intrépide qui résout le casse-tête de la boîte de Le Marchand invite les Cénobites à lui faire subir les pires des tourments. Les plus affirmés d'entre eux se retrouvent transformés en Cénobites, encore une fois, comme certains des utilisateurs de la configuration des lamentations. Mais même sous cette nouvelle forme, ceux-ci restent avant tout des larbins, incapables d'agir par eux-mêmes, condamnés à obéir à la volonté de Pinhead, réduits à de simples gimmicks. Ce qui, à nouveau, n'était pas le cas des précédents Cénobites rencontrés, qui, s'ils suivaient bien les ordres du Léviathan, disposaient d'une certaine liberté de mouvement et de leur propre personnalité. Et si la franchise nous offrira encore quelques Cénobites au design soigné, globalement, nous ne rencontrerons plus, pour ainsi dire, que des créatures répondant aux ordres de Pinhead, sans grande envergure. Du moins, dans les films. Dans les comics, par exemple, c'est complètement différent. Sinon, Hellraiser 3, ça a aussi été quelques galères, qui lui sont propres. Les producteurs ont mis pas mal de pression sur Hicox au niveau du budget, et ça s'est ressenti sur le tournage, qui n'a duré que 6 semaines. Pour aller plus vite, le réalisateur a utilisé la technique du tourné-monté, ou in-camera editing en anglais, qui consiste à enregistrer les scènes dans leur ordre chronologique, et en ne réalisant qu'une seule prise de vue par plan. L'idée étant de n'avoir plus, ou en tout cas très peu de montage à appliquer par la suite en post-prod, puisque les séquences seront déjà toutes dans le bon ordre et quasiment finalisées. Cela permet un gain de temps considérable, d'autant que l'équipe du film a monté sur un système obsolète, comme par hasard commercialisé par Larry Cuppin, mais limite les folies et l'inventivité dans la mise en scène, et ce n'est pas évident pour les acteurs, d'autant qu'ils n'avaient pas toujours le temps de prendre plusieurs prises vu qu'ils devaient aller vite et qu'ils avaient des grosses journées de tournage qui pouvaient aller jusqu'à 17 heures d'affilée, ce qui explique que le jeu des comédiens est parfois assez inégal, voire carrément risible par moments. This is TV. No pictures, no story. De plus, ils avaient fabriqué 4 décors qui se trouvaient tous dans le même studio, ce qui a causé des problèmes puisque lorsque les deux équipes de réalisation tournaient en même temps, ils s'entendaient mutuellement. Puis, ils ont parfois dû bricoler un petit peu, comme pour la scène de l'église. Ils n'ont jamais eu l'autorisation de tourner dans une vraie chapelle et ont donc utilisé la technique du matte painting pour créer l'illusion, dont ils abusaient déjà dans le deuxième film, même si là, c'était pour pouvoir créer des décors impossibles à avoir en vrai. D'ailleurs, cette séquence dans cette fausse église a été difficile à tourner, car certains membres de l'équipe des Américains très croyants crier au blasphème. Et après la sortie du film, cette séquence a créé la polémique au sein de certaines communautés.
Mais le vrai regret qu'on peut avoir avec ce troisième épisode, c'est la trop maigre participation de Clive Barker. Dès le départ, les Weinstein notamment ont voulu l'écarter de peur que leurs ambitions incompatibles et leurs visions contradictoires ne posent problème. Et Barker l'a accepté en échange d'une grosse somme d'argent, on ne peut donc pas y dire grand chose. Mais par la suite, les producteurs ont fait machine arrière et lui ont redonné du pognon pour qu'il accepte d'associer son nom au film, dans le but de lui offrir une bonne publicité. En gros, on l'a payé pour qu'il valide officiellement le film. Et Clive Barker ne l'a fait qu'à moitié, car il a refusé d'être présenté comme producteur exécutif à cause, entre autres, de la fin qu'il détestait et des séquences à effets spéciaux qu'il n'appréciait pas non plus. Il regrettait également le ton du film trop léger, lui qui avait peur de ce que Hickok allait faire de son bébé, alors qu'un Peter Jackson avait préalablement refusé le projet, justement parce qu'il ne se sentait pas capable de faire un film d'horreur sérieux. Malgré tout, Clive aida Bobkin à travailler sur certains designs de Cénobites et aida aussi Atkins sur certains points du scénario, et notamment sur son univers et certains concepts propres à sa mythologie. En fait, Hellraiser 3 a un drôle de statut au sein de cette franchise. Clairement, il fait le lien entre les deux premiers films aux ambitions particulières, qu'on les aime ou non, et ceux qui viendront après, lorsque la saga sera transformée en vulgaire vache à lait, de plus en plus dénuée d'intention artistique. C'est le dernier film Hellraiser sur lequel Clive Barker aura travaillé directement, même si sa participation était pour le coup assez anecdotique. Et c'est le premier auquel les Weinstein auront participé. Et ils s'empareront un petit peu plus de la saga à chaque nouvel épisode, donc participeront grandement à sa transformation en pur produit commercial, alors que Hellraiser était tout le contraire à ses débuts. C'était une saga qui parlait de tabous sexuels, de sadomasochisme sans porter de jugement sur ses personnages que d'autres auraient qualifiés de déviants. Déjà, ce Hellraiser 3 prend ses partis pris à contre-pied. Les méchants sont facilement identifiable, la sexualité y est ici tournée comme de la simple consommation, la lutte entre le bien et le mal est remise au centre du récit, etc. Tout y est beaucoup plus conventionnel. Je reviens à ce que je disais en début de vidéo, mais l'ambition des producteurs était très claire, surfer sur le succès des deux premiers épisodes et proposer une œuvre fun, pop, dans l'air du temps. C'est pour cette raison également que l'encore balbutiant CGI devait absolument y être utilisé, et c'est pour ces raisons que le film a globalement moins bien vieilli que ses prédécesseurs, aussi bien sur sa forme que dans son fond. Moins visionnaire, moins ambitieux, moins particulier et original. Pour autant, il porte la marque de son auteur, Anthony Hickok, et son amour pour les monstres déjantés et hauts en couleur, ainsi que pour l'horreur fun et fantaisiste. Définitivement, ce troisième épisode est bien le sien, et il a appliqué les consignes de ses producteurs tout en s'amusant, tout en essayant de rendre hommage à Barker et en apportant sa propre pierre à l'édifice. De ce fait, Hellraiser 3 a bien une atmosphère particulière qu'on ne retrouve pas dans les autres épisodes de la série, avec sa première partie qui fait écho au tout premier et son dernier tiers qui emprunte à l'échelle de Jacob tout en ouvrant la voie à la plus simple exploitation de cet univers complexe initié par Barker quelques années plus tôt. Définitivement, cet épisode sera donc un pont entre les films à l'esprit barkerien, si j'ose dire, et leur suite de plus en plus commerciale. Un film bâtard à tous les niveaux et empreint d'une dualité entre son envie d'apporter quelque chose de fort et de nouveau et celle de rapporter de l'argent et d'exploiter un filon. Et vu les sous qu'il aura rapporté, à savoir un petit peu plus que le deuxième film, on pourra dire qu'il aura à la fois réussi les deux et échoué. Un film que je continue d'apprécier, même s'il me laisse un arrière-goût légèrement amer. C'est désormais la fin de cette critique glauque et j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.